Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de la segmentation d'images avec les réseaux UNet. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont des intelligences artificielles qui permettent de nous dire si un objet est présent ou pas sur une image. Là, ce que j'aimerais, c'est aller beaucoup plus loin et éventuellement compter le nombre d'objets, voire les localiser de façon la plus précise sur l'image. Il y a bien sûr différentes architectures qui permettent de faire ça, et aujourd'hui on va voir l'une d'entre elles, c'est l'architecture UNet. Ce que je vais faire, comme d'habitude quand je parle d'une architecture, c'est vous montrer un schéma et je vais faire des zooms sur les différentes parties. Voilà à quoi ressemble cette architecture. Donc là, on comprend en la voyant de loin pourquoi on l'appelle réseau UNet, puisqu'en fait c'est une architecture qui est à peu près symétrique, en tout cas symétrique dans les traitements, mais on va voir qu'il y a des petites asymétries qui sont extrêmement importantes. Et donc on a une architecture comme ça qui ressemble à un U. Alors l'entrée du réseau de neurones est à gauche et la sortie est à droite. Ce que l'on va donner à notre réseau de neurones, ce sont donc des images. Alors dans cet exemple, si on regarde ici, il n'y a qu'une couche. Donc là, ce sont des images en noir et blanc, mais dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure, ce seront des images en couleur, donc il y aura les trois couches RGB. Donc on lui donne cette image, et il faudra lui donner pour l'apprentissage un masque qui localise les objets que l'on veut faire reconnaître dans cette image. Donc un masque, c'est-à-dire une image noire avec des taches blanches à l'endroit où il y a ces objets. Et en sortie de réseau de neurones, on va donc avoir des masques. Alors là, c'est pas le masque, c'est l'image auquel on a appliqué le masque. On voit que là, il y a des taches bleues, donc ce sont ce qu'a prédit le réseau de neurones. En sortie, donc on va avoir ce masque qui va nous permettre de mettre en évidence sur l'image d'entrée les objets. La partie de gauche est vraiment très simple. C'est quelque chose de connu. C'est un réseau de convolution tel qu'on a pu en voir dans quasiment tous les tutoriels précédents sur TensorFlow. Donc là on a la couche d'entrée, là on voit que l'on fait deux traitements de convolution à suivre avec 64 cartes de caractéristiques, puis un deuxième avec 64 cartes de caractéristiques. Et ensuite on va ici diviser par 4 la surface de cette carte en appliquant une couche de maxpool. Donc là on voit maxpool de 2. On divise la carte. Et on recommence en doublant le nombre de cartes de caractéristiques. Donc ça, c'est quelque chose de très classique. Donc toute la première partie du réseau de neurones qui est là, normalement, si j'ai bien expliqué ça dans les vidéos précédentes, normalement, vous devez maîtriser. Donc je vais agrandir cette partie parce que c'est là que tout commence. Ce qu'il faut, c'est augmenter la taille des cartes de caractéristiques pour arriver à une image qui est à peu près égale à l'image d'entrée. Et pas forcément parfaitement égale. Dans cet exemple, elle est un peu plus petite parce que si on regarde bien, on voit que les cartes de caractéristiques diminuent légèrement à chaque traitement. Là, on a des traitements avec des noyaux 3-3 et en fait, on comprend que le traitement de convolution n'est pas fait en mode same, mais en mode valide. Et c'est ce qui fait qu'en sortie, on a une image qui est légèrement plus petite, mais ce n'est pas du tout un problème. Donc je reviens ici, je vais aller tout en bas. Une fois qu'on est ici, il va falloir réaugmenter la taille de ces cartes de caractéristiques. Pour les réduire, on a vu qu'il y avait différents algorithmes. On peut faire ça avec une couche de maxpool, c'est ce qu'on fait dans cet exemple. Mais on peut le faire avec de l'average pool, on peut le faire avec des traitements de convolution et un stride différent de 1. Typiquement des strides différents de 2, on va rarement de là parce que ça diminue beaucoup trop la taille de la carte. Donc un traitement de convolution avec un stride de 2. Et ce qui va être fait ici, pour réaugmenter, pour faire du suréchantillonnage, c'est un traitement de convolution avec un stride égal à 2. Sauf que bien sûr, ce traitement n'est pas tout à fait le même, puisque là, il faut augmenter la carte. Donc ce qui est fait, c'est qu'on prend la carte de caractéristiques et on vient ajouter entre, alors je vais appeler ça les pixels, entre les pixels, on vient ajouter des zéros
pour pouvoir étirer cette carte. Et une fois qu'on l'a agrandie de façon artificielle, en ajoutant des zéros entre les pixels, on va pouvoir, avec un traitement de convolution, obtenir les couches qui sont ici. Alors, je vais montrer ça. Il y a des schémas, j'ai trouvé un document avec des schémas qui sont plutôt bien faits, et je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de schémas qui sont faits pour les traitements de convolution et les traitements qui sont appelés ici traitements de déconvolution. Voilà le document. Alors, je vais l'agrandir un peu. Donc, ce qui est sympa dans ce document, c'est qu'il y a toutes les petites formules mathématiques, mais elles sont pas du tout complexes comme on a pu le voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des schémas qui sont vraiment très parlants. Je vais descendre encore un peu. Hop. Alors ici on a les traitements de convolution. Et je vais aller... Alors c'est en page 19. Voilà. On explique ce qu'on appelle transpose convolution arithmétique. Donc transpose convolution, souvent dans les articles, vous allez entendre parler de traitement de déconvolution, donc qui est le pendant du traitement de convolution. C'est une petite erreur parce que la déconvolution en mathématiques, c'est quelque chose d'un peu différent. En fait, le bon terme est celui-ci, mais bon, dans cette vidéo, je vais utiliser le terme de déconvolution parce que c'est celui que vous trouverez dans les articles. Donc, on va l'appeler comme ça. Et ici, on donne différents algos. Je vais aller sur les premiers schémas. Donc voilà, par exemple, donc ça c'est l'image de départ, ça l'image d'arrivée. On peut par exemple faire un for padding autour de l'image et faire un traitement de convolution classique. Mais ce n'est pas le meilleur algo, celui que je vais utiliser dans cette vidéo, parce que c'est celui qu'on utilise très souvent. C'est celui-là, c'est éclater en fait un peu l'image de départ en mettant des zéros au milieu. Et on fait un traitement de convolution dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaugmenter notre image de départ. Je reviens sur mon schéma. Donc une fois que j'ai agrandi à nouveau mes cartes de caractéristiques, on verra la fonction TensorFlow tout à l'heure, il y a une chose importante qu'il faut faire et qui est indiquée par cette flèche grise, c'est copy and crop. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut récupérer les cartes de caractéristiques qui sont, les cartes de caractéristiques miroirs. Ici, lorsqu'on a fait notre traitement de convolution, à chaque couche, on a la couche la plus à gauche, la plus à droite, pardon, qui va être récupérée pour être copiée ici, à côté du résultat de déconvolution. Donc, on met ici un traitement, on met ici un réseau convolutif classique, on fait un traitement de convolution et on vient concaténer une copie des couches qui sont ici. Et sur cet ensemble, on va faire un traitement de convolution. Et on va le refaire d'ailleurs sur cet exemple une deuxième fois. Et là, on recommence. Traitement de déconvolution. On vient concaténer les couches qui sont en face. Et on va faire des traitements de convolution sur l'ensemble. Et donc ça, on va le recommencer dans cet exemple, donc 4 fois. Une fois qu'on a fait tous nos traitements et qu'on arrive ici sur la dernière couche de convolution, donc avec 64 cartes, comme ici, même si là, il n'est pas obligatoire d'avoir le même nombre de cartes. Là, dans cet exemple, c'est le cas, et c'est d'ailleurs assez souvent le cas. Il va falloir faire un dernier traitement de convolution avec des noyaux 1,1. Sur tout le réseau, ici, on a des noyaux 3,3. Mais sur la dernière couche ici, il doit y avoir des noyaux 1,1 et on doit avoir aussi un nombre de couches qui est égal au nombre d'objets que l'on veut faire reconnaître à notre réseau de neurones. Donc ici, dans cet exemple, deux choses sont reconnues. Et que sont ces deux couches? Ce sont tout simplement les deux masques dans lesquels vont être localisés ces deux objets. Bon, comme vous le voyez, l'architecture n'est pas très complexe, mais vous allez voir, elle est relativement efficace. Ce que je vais faire là, c'est déjà écrire la fonction de déconvolution et on va écrire notre modèle sous TensorFlow. Alors, j'ai récupéré cette fonction
des tutoriels précédents, la fonction convolution. Donc là, il n'y a rien de spécial à en dire. C'est vraiment une copie de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Il y a la taille du noyau, le nombre de cartes de caractéristiques en sortie et stride, éventuellement une couche de normalisation, une fonction d'activation et bien sûr training pour dire au réseau de neurones qu'on est en mode entraînement ou utilisation. Ce que je vais faire, c'est écrire le pendant de cette fonction. Et il est ici, avec la fonction déconvolution. Cette fonction, bien sûr, ressemble beaucoup à la fonction convolution. Les paramètres sont exactement les mêmes. Mais à l'intérieur, bien sûr, je vais utiliser une autre fonction. Donc là, j'ai utilisé la fonction conf2d. Ici, c'est conf2d underscore transpose qui a des paramètres un peu différents. Et il faut faire attention à un certain nombre de choses. Alors, la première chose est que lorsqu'on génère nos poids, ici, il faut inverser deux choses. Donc, au début, on donne taille noyau et taille noyau, ce que j'avais fait ici. Mais là, on donne le nombre de cartes en entrée et ici, le nombre de cartes en sortie. Ici, il faut faire l'inverse. Il faut donner d'abord le nombre de cartes en sortie et le nombre de cartes en entrée. Donc là, il ne faut pas oublier d'inverser les deux paramètres, sinon vous allez avoir des erreurs. Et une autre particularité est que cette fonction veut impérativement qu'on lui donne la géométrie de la couche de sortie. Et quand je dis qu'on lui donne la géométrie, c'est la géométrie exacte. Je ne peux pas me permettre ici de faire ce que j'ai fait par exemple avec les placeholders où je mets un none lorsque je ne connais pas la taille de mon lot. Avec NumPy, on mettrait un -1. Dans TensorFlow, on met un none. Ici, on ne peut pas mettre none. Il faut vraiment lui donner la taille du lot. Donc, comme la taille du lot peut changer potentiellement pendant l'entraînement ou pendant l'utilisation, il faut que je le récupère avec une fonction qui est faite pour ça, qui est ici, tf underscore shape. Et donc, c'est ce que je vais lui donner en premier argument. Concernant la hauteur et la largeur des cartes de caractéristiques, donc ça va être celle de la taille d'entrée, mais je vais multiplier ça par le stride. Comme je vais mettre un stride de 2, donc je vais multiplier la taille de la carte par 2. C'est ce que je donne ici. Et ici, en dernier, je donne le nombre de cartes de caractéristiques, que je souhaite avoir. Je peux maintenant écrire mon modèle. Alors, j'ai, comme assez souvent, 3 placeholders. Le premier dans lequel je vais donner au réseau de neurones les images. Le deuxième dans lequel je vais mettre les masques. Donc ici, on a un nombre de couches qui est égal au nombre de masques, au nombre d'objets que l'on veut faire reconnaître. Et un placeholder pour dire si je suis en phase d'entraînement ou pas. Alors, je vais faire la première partie. Donc, c'est ce que je disais, des traitements de convolution. Donc, à chaque fois, 2 traitements de convolution. Donc, ça ressemble pas mal à ce réseau de neurones. Sauf que moi, je ne vais pas travailler en mode valide, mais je vais être en mode same dans cette première vidéo. Donc, convolution et maxpool. Ici, alors habituellement dans mes fonctions, j'utilise toujours la variable result. Là, il va falloir que je garde une référence aux cartes de caractéristiques qui sont ici. Donc c'est pour ça que je ne mets pas result, mais que je la nomme avec un nom de variable différent. Je vais en avoir besoin donc quand je vais faire mon concat ici. Il faudra que j'ai une référence à cette couche. Donc je nomme la couche et je fais ça un certain nombre de fois jusque ici où j'ai mon dernier traitement de convolution qui serait cette couche dans cet exemple. Maintenant, je vais pouvoir faire mon traitement de déconvolution. Donc je vais faire ce que fait cette flèche ici. Je vais lui donner result, bien sûr, en paramètres. Et je vais récupérer une référence à ce traitement.
Et maintenant, je vais pouvoir faire mon concat selon le dernier axe, l'axe des cartes de caractéristiques. Donc là, ce que je viens de faire, c'est faire une concaténation de ça et du résultat de cette déconvolution. Une fois que j'ai fait ça, je recommence mes traitements de convolution dessus. Donc les deux lignes qui sont là sont les deux traitements qui sont ici. Donc je réapplique ça un certain nombre de fois et j'arrive à la fin de mon modèle. Donc la dernière couche qui est celle-là, ce que je disais, c'est qu'il faut un nombre de couches qui soit égal au nombre d'objets à faire reconnaître. Et on fait un traitement de convolution avec un noyau 1,1. C'est ce que je fais là, noyau 1,1. Et je donne ici le nombre de masques, donc le nombre de masques ou nombre d'objets à reconnaître. Maintenant que mon modèle est fait, donc je vais pouvoir préparer ma variable masque qui sera la sortie du réseau de neurones. Lorsque quelqu'un interrogera le réseau de neurones, ça sera la sortie auquel je vais appliquer la fonction sigmoïde qui me renvoie donc que des 0 et des 1. Donc là, j'aurai un masque. Quand il y a un 0, l'objet n'est pas présent. Quand il y a un 1, l'objet est présent. Il faut que je calcule ma perte. C'est toujours un calcul d'entropie croisée, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un calcul d'entropie croisée sur une fonction softmax, puisque là, je n'ai pas un vecteur de probabilité, hein, j'ai des masques, donc je ne vais pas utiliser softmax cross entropie, mais sigmoïde cross entropie. Et même remarque que pour la fonction softmax cross entropie, attention à ne pas donner la sortie de la fonction sigmoïde, puisqu'elle va être appliquée à ce paramètre. Il faut lui donner impérativement la sortie du réseau de neurones avant le passage en la fonction sigmoïde. Perte, donc, que je donnerai ensuite à ma fonction d'entraînement. Moi, j'utilise toujours celle-là, je la trouve très efficace. Mais ça, c'est exactement, ça ressemble à ce qu'on a fait avant. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a juste la différence, il y a juste une petite différence ici. Il faut utiliser la fonction sigmoïde. Et enfin, pour le calcul de précision, donc jusqu'à maintenant, comme on avait des vecteurs de probabilité, j'utilisais la fonction argmax. Là, bien sûr, on ne peut pas faire ça. Je vais utiliser la fonction round. En fait, on lui donne le masque. Au-dessous de 0,5, la fonction renvoie 0. Au-dessus de 0,5, la fonction renvoie 1. Et le calcul ensuite sera le même. Je vais juste faire un calcul d'égalité entre les masques, le bon masque que je vais lui donner dans le placeholder mask et le résultat de ce calcul. Et je vais lui demander de faire un reduce min. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux faire un return de toutes mes références, mes différents placeholders, la sortie auquel j'ai appliqué une sigmoïde, train pour l'entraînement, la précision et ici aussi le saver pour pouvoir enregistrer le modèle une fois que l'apprentissage est fini. Voilà, le modèle est construit, donc maintenant on va pouvoir tester tout ça. Donc je vais récupérer un dataset avec des masques. Alors c'est pas facile à trouver parce que ça coûte très cher, il faut que des gens détourent les objets dans les images, donc on n'en trouve pas beaucoup. Il y a un site sur lequel vous pouvez trouver pas mal de datasets, c'est le site kaggle.com, je ne sais pas si tout le monde connaît. Je ferai une vidéo de présentation de ce site qui est assez intéressant. On peut y faire il y a tout un tas de compétitions qui sont organisées tout le temps. Il y a toujours au moins une dizaine de compétitions en cours avec différents niveaux. Donc je ferai une vidéo sur ce site. Et ce qui est bien, c'est que sur ce site, il y a pas mal de datasets qui sont accessibles. Donc je vais aller en récupérer un avec des masques. Voilà le site, donc www.kaggle.com. Je vais aller dans Dataset et je vais taper Segmentation et je vais mettre car et je vais récupérer ce dataset. Voilà, il fait environ 3 gigas. Alors, pour le récupérer, il faut s'inscrire. C'est pas compliqué, il faut juste un mail et on ne demande rien de plus. Alors, pour les compétitions, il faut donner un numéro de portable
Pour récupérer par contre les datasets, je crois qu'il n'en demande pas. Donc là, il suffit juste de venir downloader les 3 Go de données. J'ai récupéré les 3 Go, il suffit juste de dgzip et d'étarer tout ça. Et il y a 5 répertoires, data A jusqu'à E. Si on regarde un de ces répertoires, il y a à chaque fois 2 répertoires, un dans lequel il y a une image et un autre dans lequel il y a aussi une image qui a exactement le même nom, mais qui contient les masques. On va voir à quoi ressemblent ces masques. Par exemple, je vais ouvrir les images du répertoire data A. Donc, je fais juste une lecture de cette image. Je lis le masque. Alors, comment est constituée l'image masque? Il y a plusieurs objets qui sont reconnus dans l'image. En tout, il y en a 10. Ils ont chacun un identifiant de 1 à 10 et ils sont stockés dans la couche rouge. Les 2 autres couches, bleue et verte, n'ont que des zéros. Donc je vais afficher la couche rouge et je vais multiplier l'identifiant par 25 juste pour qu'on puisse le voir en niveau de gris. Enfin, on va le voir en fait en niveau de rouge puisque seule cette couche est renseignée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà les images. Alors ce sont des images qui sont tirées d'un simulateur qui est pas trop mal fait. Et je pense que le calcul des masques a été automatisé. C'est ce qu'ils font qui sont aussi précis. Donc voilà l'image. Hein, et là, on a le masque. Donc qui bien sûr est en rouge puisque seule la couche de rouge est renseignée. Et on y voit les différents objets. Donc là, il y a ce rouge pour la voiture. Il y a un autre rouge pour les trottoirs, en fait un autre identifiant pour la route, pour la ligne jaune au milieu, et pour tout un tas d'objets. Donc en tout, il y en a 10. Moi, ce que je vais faire dans cet exemple, c'est reconnaître 2 d'entre eux. On va juste faire un réseau de neurones qui reconnaît la route et par exemple la végétation. Si je reviens sur mon fichier de tout à l'heure, donc après la description de mon modèle, donc là je vais remplir mes tableaux. Alors je ne vais pas prendre les images en grand parce qu'elles sont plutôt grandes. Ici je vais les redimensionner en images 160-120. Mais vous pourrez changer ça ici. Je redescends. Pour l'ensemble des répertoires, je vais lire l'ensemble des fichiers à chaque fois et je vais faire un append dans un tableau d'images, donc de l'image auquel je fais donc un resize. Et je divise bien sûr par 255, je vais normaliser, hein, la valeur max sera 1. Je vais lire le fichier de masque, donc qui a exactement le même nom, mais dans l'autre répertoire. Et je ne vais récupérer que la couche rouge, puisque c'est la seule qui renseigne l'identifiant des objets. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici initialiser l'image de masque qui va avoir 2 couches, avec une taille qui sera donc égale au fichier que j'ai redimensionné. Donc il y a 2 couches puisque moi là dans mon exemple je veux reconnaître 2 objets, la route et la végétation, et je récupère ici ces 2 objets, la route à l'identifiant 7 et la végétation à l'identifiant 9. Donc c'est comme ça que je remplis mon tableau de masque. Une fois que j'ai fait ça, donc je l'ajoute à tab masque. Ici j'ai juste fait une variable là qu'on peut mettre d'ailleurs à true, juste pour voir, que l'on peut mettre ici à true, juste pour voir à quoi ressemblent les masques et vérifier que j'ai bien récupéré tout ça. Et la dernière partie du programme, donc ça c'est un copier-coller de ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes, hein. Ce sont juste les phases d'entraînement. Je récupère ici
Je coupe ma base de données comme d'habitude avec la fonction train test split. Je lui donne les deux tableaux. Je vais extraire 5% du tableau dans test et j'obtiens donc 4 tableaux. Les images d'entraînement avec les labels d'entraînement. En fait, il aurait fallu que je marque masque. Et la même chose avec donc les 5% de la base, test et test image et test label. Et je vais pouvoir faire ici des calculs de précision sur justement mon jeu de test. Donc ça, c'est un copier-coller des tutoriels précédents. Il n'y a rien de spécial ici. Donc si je regarde ce que j'ai mis, là c'est juste pour vérifier, hein, si je regarde ce que j'ai mis dans mon tableau de masques, à chaque fois j'ai deux masques. Un avec la route, on le voit ici, d'ailleurs une voiture a été découpée. Et là un tableau, un masque avec la végétation. Et ce que j'attends de mon réseau de neurones, c'est qu'il me renvoie exactement ça lorsque je lui donnerai une image en entrée. Bien, alors j'ai réalisé l'entraînement sur 100 cycles. Là, j'ai un deuxième fichier détection.py que je ne vous montre pas ici. Vous le regarderez, je le mettrai sur le GitHub. Il n'y a rien de particulier, hein, c'est juste, je donne l'image qui d'ailleurs est affichée ici au centre au réseau de neurones et je fais que récupérer le résultat. Donc, que sont ces 5 fenêtres? Donc, au milieu, il y a l'image que je lui donne. Donc, elle est redimensionnée, elle est un peu plus petite. Ici, on a le masque, on a ce que je souhaiterais avoir. Donc ici, la route, on voit qu'il y a une voiture, la voiture qu'on voit ici. Et sur ce masque, on voit la végétation qui est là. Et en dessous, on voit la prédiction du réseau de neurones, ici et ici. Et on voit que c'est vraiment extrêmement proche du bon résultat. Ici, on voit que la voiture est découpée. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi précis. Mais tout de même, le résultat est, je trouve assez impressionnant. C'est plutôt bluffant. Je vais aller sur l'image suivante. Vous voyez que le résultat est vraiment très très proche. Et le réseau n'est pas très grand. C'est pas un réseau qui est très complexe. Ici, on voit qu'on a une voiture qui est là au loin. Hein. On arrive un peu à la distinguer ici. Il y en a deux. Le réseau les a exclus de la route. Je vais aller un peu plus loin. Là, on commence à voir les arbres ici apparaître. Et on voit la voiture qui est bien retirée ici, à gauche. Voilà, l'arbre est bien détecté ici et la végétation sur le côté est bien détectée. Donc voilà, un réseau qui marche vraiment bien. Je trouve que c'est un résultat qui est plutôt bluffant. Voilà pour cette première partie. Donc vous avez vu, l'architecture n'est pas très complexe. Il y a juste cette déconvolution qu'il faut savoir faire avec la bonne fonction. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut concaténer le résultat des traitements de convolution, on va dire symétriques, au traitement de déconvolution. Et avec ça, on obtient un masque. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans votre progression sur les réseaux de neurones. Comme d'habitude, je mets à disposition tout le code que vous avez vu ici sur mon GitHub. N'hésitez pas, comme toujours, à faire des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir bientôt sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.